Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Richard Vaillancourt. Je suis agent de programme à la Commission nationale des parents francophones. Puis il me fera plaisir d'agir à titre de modérateur de l'atelier 1, intitulé Reconnaître l'expertise unique des professionnels de la petite enfance en contexte francophone minoritaire. On sait que les services de garde à la petite enfance francophone sont une composante essentielle, clé du continuum de l'éducation de langue française. Ils contribuent à la langue, l'identité et à la culture des tout-petits. L'atelier mettra en lumière la raison d'être, les spécificités et le mandat particulier des services de garde en contexte francophone minoritaire, tout en mettant l'accent sur l'expertise unique des éducatrices et des éducateurs. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par un groupe de panélistes invités qui proviennent de différents milieux, donc ils nous font part de leurs réflexions et de leurs expériences sur le sujet. On a avec nous Geneviève Ouellette, qui est chargée de projet de développement stratégique à la Fédération des parents de l'île du Prince-Édouard. On a également Isabelle Thibault, qui est vice-présidente à l'enseignement au Collège Éducacentre en Colombie-Britannique. Et on a également Maria Ivanova, qui est directrice de service de garde aux garderies Petit Bateau en Ontario. Donc, bonjour à vous trois et merci d'être là aujourd'hui. Je rappelle au public qu'il y aura une période de questions d'environ 10 minutes avant la fin de la séance. Donc, vous pourrez écrire vos questions dans le clavardage au fur et à mesure et certaines seront sélectionnées lors de la période des questions. Donc, d'entrée de jeu, j'ai une question pour nos deux premières panélistes, Geneviève et Maria. En lien avec la raison d'être de nos services, en quoi être professionnel de la petite enfance en contexte francophone minoritaire requiert une expertise unique? Autrement dit, quelles sont les compétences particulières qui sont requises? J'invite d'abord Geneviève à prendre la parole. Je ne crois, Geneviève, qu'on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfait. Désolée. Donc, merci Richard pour la question. En mon opinion, avant tout, un professionnel de la petite enfance qui travaille en contexte francophone minoritaire doit comprendre ce que ça signifie travailler dans ce contexte. Et la définition est simple, mais les compétences qui sont demandées pour travailler dans ce contexte est complexe. Donc, la définition simplement dite, c'est que un milieu francophone minoritaire, c'est un endroit où la langue française est parlée par un pourcentage moins élevé de personnes que la langue de la majorité. Donc, dans notre cas, dans nos centres de la petite enfance, à l'île du Prince-Édouard et au Canada, c'est l'anglais. Donc, là entre les compétences des professionnels de la petite enfance. Ils doivent comprendre le fait que parce que ces enfants, ces familles sont baignées par l'anglais, que nous devons vraiment offrir des expériences qui sont riches face au vocabulaire et à la culture francophone, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Donc, ils parlent, ils chantent, ils jouent, toujours en français avec l'enfant. Les professionnels qui travaillent dans le contexte minoritaire aussi, ils comprennent que les expériences doivent être riches et authentiques et avant tout amusantes. Donc, on veut vraiment que les expériences, le jeu, les conversations avec les enfants soient marquantes entre l'éducateur, l'éducatrice et eux. On veut que ça soit amusant avant tout. Donc, pour terminer, c'est ça. Je pense que les compétences des professionnels en petite enfance en contexte minoritaire sont tellement importantes parce que c'est eux qui jouent le rôle de modèle
de modèles langagiers, de modèles culturels pour ces enfants-là. Puis ça se transmet dans la communauté, dans la famille, dans la vie, partout au Canada. Exactement. Excellent. Merci, Geneviève. Maintenant, on va enchaîner avec Maria. Oui, exactement. Je veux poursuivre dans la même idée. Pour qu'un enfant puisse apprendre une nouvelle langue d'une autre personne qui est sa mère ou son père, il doit s'attacher à cette personne. Donc, cette personne doit être attachante, elle doit être aimante, elle doit être bienveillante. Un enfant qui s'attache à une personne va apprendre facilement la langue parce qu'il se sent en confiance, parce que cette personne est comme un autre modèle pour lui. Et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Françoise Dolto qui l'a dit, celle qui a aidé des générations de Français à grandir, qui a appuyé beaucoup de parents. Elle a dit l'amour d'un parent envers son enfant n'est pas comme l'amour classique. Dans l'amour classique, chacun veut garder l'autre pour soi. Alors qu'un amour paternel, un amour maternel, c'est d'amener l'enfant à aimer d'autres personnes. Et une des premières personnes qu'il est amené à aimer, c'est l'éducateur, l'éducatrice à la petite enfance. Pour nous, dans notre centre, nous avons toute une méthode pour accueillir un enfant. Donc, l'enfant doit venir faire plusieurs visites avec ses parents ou un de ses parents. Et pendant ces visites, l'éducatrice doit se lier d'amitié, créer des liens avec le parent. L'enfant, en observant ceci, évidemment, lui aussi, il va faire confiance à cette personne et ça serait plus facile. Donc, l'éducatrice doit être une personne bienveillante, une personne aimante, une personne créative, une personne motivée, une personne qui aime l'effort et la persévérance, une personne qui aime le français, une personne qui communique bien. Elle doit avoir énormément de qualités, mais elle ne doit pas faire semblant. Ça doit lui venir de l'intérieur. L'enfant, c'est un être qui est très intuitif et il ne juge pas les adultes avec les mots, il les juge par rapport à ceux qui sont, par rapport à ses actions. Un enfant sait lire les gestes, le verbal et le non-verbal. Un enfant est authentique. Donc, c'est pour ça que les éducatrices, les éducateurs qui sont vrais, qui aiment les enfants, ils restent dans la vie de cet enfant pour toujours. Moi, ça c'est une citation de moi, c'est pas de Françoise Dolto, mais je dis que l'enfance est le feu comme un feu de cheminée qui va nous réchauffer toute une vie si ce feu a été bien entretenu. Et les éducatrices, les éducateurs à la petite enfance, ils ont un grand rôle à jouer pour entretenir ce feu. Et c'est un privilège. Notre métier est un métier noble. Il y a des gens qui disent que c'est une vocation, c'est pas un métier. Ça l'est parce qu'on ne compte pas nos heures, on se donne à fond, on passe toujours les besoins des enfants avant nos propres besoins, ce qui est tout à fait normal, et on aime inconditionnellement. Donc, je trouve que c'est un grand privilège de pouvoir participer, de pouvoir être un partenaire dans l'éducation d'un enfant, comme, si je ne me trompe pas, c'est Gilbert Bécaud qui chantait « Prendre un enfant par la main et l'amener vers demain ». C'est vraiment un beau rôle que nous avons à jouer. Et puis, même si on n'a pas toutes les compétences nécessaires, si on a la volonté, si on a la motivation, on va y arriver. Donc, l'enfant, il va vous donner la chance, même si vous vous trompez une ou deux fois. Et les enfants savent valoriser, ils savent apprécier. Et on a beaucoup à apprendre d'eux aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de compétences, il y a le potentiel d'en développer d'autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'en finit pas d'apprendre, on n'en finit pas de devenir des meilleures personnes quand on est avec des enfants. Excellent. Merci beaucoup, Maria, pour ces beaux propos. Et je vais maintenant passer, je vais me tourner vers Isabelle. Isabelle, du point de vue des institutions de formation, comment vos formations sont-elles créées de manière à répondre finalement aux besoins spécifiques des éducatrices et des éducateurs en contexte francophone minoritaire?
Oui, merci Richard, puis merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais d'abord donner quelques détails sur le Collège Éducation, juste pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Premièrement, le Collège n'offre pas encore sa propre formation initiale en petite enfance. Nous développons depuis 2 ans le programme qui sera offert à distance pour rejoindre à la fois les gens de la Colombie-Britannique et du Yukon. Et nous sommes en attente de la reconnaissance provinciale. Cela dit, on a un programme en petite enfance, mais le programme actuel est offert en partenariat avec un collège anglophone. On a donc traduit, puis on a pu adapter un peu les contenus. Donc, inutile de dire que le collège attend avec impatience le lancement de son propre programme. Voilà pour la mise en contexte. Pour répondre à la question du comment on répond aux besoins. Nous le savons tous, dans le domaine de la petite enfance, la province, peu importe où vous habitez, impose un curriculum pour les collèges. C'est donc la responsabilité du collège d'ajouter la saveur locale, j'appelle ça comme ça, ou d'inclure la réalité francophone. La participation, la consultation avec la communauté est un incontournable. Le collège a donc travaillé en collaboration avec l'association franco-yukonaise, la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, le Conseil scolaire francophone et des professionnels, évidemment, de la petite enfance à la fois de la Colombie et du Yukon. Ces consultations ont permis au collège de faire des choix, comme par exemple de choisir de ne pas intégrer un cours sur la réalité de travailler en petite enfance dans un contexte minoritaire francophone, mais bien d'intégrer toutes les notions qui s'y rattachent dans tous les cours du programme, pour que la clientèle étudiante intègre vraiment le concept tout au long de ses études. La perspective autochtone est un autre concept important pour la communauté en Colombie-Britannique et j'imagine aussi pour d'autres communautés à travers le Canada. C'est suite à une demande d'une personne responsable du volet autochtone du Conseil scolaire francophone que le collège, par le biais de plusieurs formations, a pu sensibiliser son personnel enseignant. Ici encore, on a opté pour une intégration totale du concept, c'est-à-dire dans tous les cours et non juste de créer un cours unique sur le sujet. Je vous avoue que cette décision d'inclure tous les concepts dans tous les cours est un défi important. Il aurait été beaucoup plus facile de créer un cours unique sur la construction identitaire et un cours unique sur la perspective autochtone. Car là, il faut s'assurer que les personnes responsables de développer le contenu des cours comprennent bien autant les éléments de la construction identitaire que la perspective autochtone. Il a fallu qu'on crée un processus de révision de cours. Cela demande beaucoup de temps. On n'a pas encore terminé cette étape de révision. Bref, je pense que c'est un secret pour personne. Pour répondre aux besoins de la communauté en petite enfance, il faut être écouté et être présent. Le collège souhaite vraiment être perçu comme un collège qui écoute et qui prend en considération la réalité de sa communauté. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Maintenant, je vous amène à une deuxième question, un deuxième volet. Puis je reviens vers Maria et Geneviève. Donc, je vous demanderais finalement, est-ce que vous avez des exemples de pratiques concrètes à nous partager qui contribuent à appuyer le développement de la langue, de l'identité et de la culture des petits dans les services de garde francophones? Et cette fois-ci, je vais débuter par Maria. Je m'excuse. Donc, nous, dans nos services de garde, on est dans un milieu minoritaire aussi. Les enfants nous arrivent avec un niveau de français tout à fait différent. On a très peu d'enfants qui proviennent des foyers francophones, donc qui parlent bien le français déjà. La très, très grande majorité sont 95% peut-être des parents, seulement un parle le français et ils ne le parlent pas à la maison. Donc, les enfants apprennent le français avec nous, tout au moins la grande majorité des enfants apprennent le français avec nous à bord du petit bateau. Donc, à ma grande surprise, ceux qui ne le parlent pas à la maison, quand ils arrivent à la garderie, pensent que tous les autres enfants parlent le français et qui sont les seuls qui n'ont pas commencé. Après, ils sont rassurés, puis on leur explique les méthodes. Puis techniquement, au bout de 10 mois, un enfant d'âge préscolaire qui commence en septembre, au mois de juin, il converse assez bien en français déjà. Et nous sommes tout à fait au courant qu'un enfant qui parle bien
la langue française va pouvoir la maîtriser mieux à l'écrit aussi. Nos centres sont à l'intérieur des écoles et nous faisons beaucoup de partenariats par rapport aux activités, à tout ce qui est en lien avec les activités culturelles, etc. Donc, nous avons un partenariat avec les écoles. Et puis, un enfant qui est socialement épanoui aussi réussira. Il faut la parler, on en parle, on parle du matin au soir. Il faut la lire, on lit beaucoup des histoires en français. Tout au début, on adaptait on n'avait pas accès à beaucoup de livres en français tout au début, il y a 22, 23 ans. Maintenant, c'est tout à fait différent, mais on lit beaucoup, on fait de la lecture interactive, on chante beaucoup. Et on s'en sert beaucoup des comptines aussi, étant donné le niveau différent de chaque enfant. Donc, un enfant qui commence à apprendre le français, la comptine va être plus courte et plus répétitive. C'est lui qui est déjà un peu plus avancé, on mettra plus de détails. On va rajouter de l'humour à celui qui comprend assez bien la langue française pour comprendre l'humour aussi. Donc, on joue beaucoup avec les mots. On veut aussi inviter les parents à faire pareil. Donc, les parents nous disent souvent, mon enfant a chanté le français avant qu'il le parle. Et c'est tout à fait normal. Donc, nous chantons énormément, puis on a beaucoup de chansons de routine, des comptines aussi pour les routines. Les enfants adorent ça, ça les stabilise dans leur journée, ils ont le sentiment de compétence. Et puis, puisque les parents nous demandaient beaucoup de paroles de chansons, alors on a eu l'idée de créer un recueil de chansons françaises, francophones. On l'a intitulé « Mon enfance bercée par la chanson française ». Et chaque parent a reçu une copie. Ça, c'était fait il y a très longtemps, en 2000, je pense en 2008. Et là, on a ramassé 103 comptines et chansons. Et les enfants les connaissent tous à la fin de l'année scolaire. Croyez-le ou pas, 103 comptines et chansons. Et puisque les parents nous demandaient les paroles, la musique aussi, alors on a enregistré un CD. Donc ça, c'était le CD qu'on a, à l'époque, on a dû louer de matériel d'enregistrement. Et c'est les enfants qui ont chanté. Donc, on a organisé, une grande-maman a fait la musique au piano. Et c'est les enfants qui ont chanté. Donc, on aime bien impliquer les parents. Les enfants aussi adorent ça, ils sont fiers quand les parents participent. Et aussi pour la fin lorsqu'on fait la remise de diplômes, parce qu'on leur donne des petits diplômes pour les valoriser à la fin de l'année scolaire, on a inventé notre propre chanson que les enfants apprennent, parce qu'elle est un peu plus compliquée, ils l'apprennent vers la fin de l'année scolaire. Mais encore, c'est le sentiment d'appartenance. Encore, c'est une chanson qui chante, puis ils peuvent la redonner des années plus tard. On essaie de créer aussi un sentiment de fraternité. On vient du même groupe, on a passé du bon temps ensemble quand on était petits. Quand je vais dans les écoles, hier j'étais dans une école, puis il y a des enfants qui sont venus à la fenêtre, puis l'éducatrice disait, mais pourquoi ils viennent toujours regarder? Je dis, mais c'est des enfants qui ont passé leur enfance ici. Donc ils viennent se ressourcer. Quand je reviens au feu de foyer, on aime ça, avoir cette chaleur. Quand on a aimé les expériences qu'on a vécues dans notre enfance, on aime ça, aller voir, aller jeter un coup d'œil, puis se ressourcer. Donc, ça, c'est quelques exemples que j'ai. Je vais laisser Geneviève parler. Merci beaucoup, Maria. Et effectivement, Geneviève, on va t'inviter aussi à nous faire de quelques pratiques dans ton coin. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois? Oui. Ça fonctionne. D'accord. Alors, je vais faire un peu de répétition sur ce que Maria vous a dit, mais c'est une bonne chose. Ça veut simplement dire qu'on a des pratiques gagnantes qui se font dans plusieurs provinces. Donc, premièrement, ici à l'île du Prince-Édouard, comme le cas de Maria, nos familles qui ont des enfants dans les centres de la petite enfance sont exogames aussi. Donc, un parent parle français, l'autre parent parle anglais. Et nous avons plusieurs cas, de plus en plus même, où les deux parents ne parlent pas le français. Donc,
nos pratiques gagnantes sont très importantes. Et voici la pratique dont Maria a beaucoup parlé, qui est très gagnante ici à l'île du Prince-Édouard, et ce sont les comptines, comme elle a dit. Et pourquoi les comptines sont utilisées? Oui, ça favorise le développement langagier, mais dans notre cas, ça favorise beaucoup le développement de la langue à travers le vocabulaire, à travers des structures de phrases, à travers aussi le développement global. On peut associer les parties du corps à une danse qui va avec les mots. Donc, on utilise plusieurs de ces sens-là pour qu'ils apprennent la langue. Et aussi, les comptines et les chansons, c'est culturel. Donc, c'est beaucoup plus que juste apprendre une langue et la mémoriser, mémoriser une comptine. C'est associer cette chanson-là à l'artiste qui la chante. Donc, peut-être que l'artiste est franco-canadien. Peut-être que l'artiste, dans un de nos centres scolaires communautaires, par exemple, c'est le concierge de ce centre qui est aussi artiste, musicien. Donc, c'est associer ces personnes-là aussi pour ajouter à son bagage culturel et ajouter à ses connaissances culturelles. Donc, les comptines, les chansons, c'est très gagnant, autant pour la langue que le langage, que la culture. Et comme Maria aussi, chaque centre de la petite enfance a son propre cahier de comptines. Donc, ça offre un peu de consistance aussi entre centres. Ils ont la base face à quel thème de francisation ils vont enseigner, que ce soit les couleurs en français jusqu'à les saisons. Et aussi, les cahiers de comptines peuvent être partagés avec les parents. Donc, la répétition, c'est très important pour les enfants, pour qu'ils voient que le français, c'est pas juste utilisé dans le centre de la petite enfance, que c'est utilisé dans la maison et surtout dans la communauté. On veut que ça soit une langue vivante. Donc, une autre pratique gagnante, c'est vraiment d'apporter les professionnels de la communauté dans les centres et que les centres fassent des voyages dans la communauté, que ce soit pour un spectacle en français, que ce soit rencontrer des artistes ou des pompiers, des policiers qui parlent français. Donc, c'est ça, les pratiques gagnantes se font dans les centres, mais c'est important de les répéter à l'extérieur aussi pour que ça soit durable. On veut que le français soit vraiment durable chez les enfants. Je pense que je vais terminer avec une pratique gagnante que nous faisons ici à l'île du Prince-Édouard. Ce sont des soirées voir grand qu'on appelle. Et nos soirées voir grand incluent le fameux triangle. Donc, le triangle gagnant pour nous, c'est vraiment lorsque nous avons le centre de la petite enfance, avec la famille, avec la communauté, qui se mettent ensemble pour une soirée, un événement, peut-être une fois chaque 3-4 mois, dans le but de passer des messages importants face à la transmission de la langue et de la culture. Et c'est vraiment une soirée le fun. On donne des cadeaux aux enfants. Puis quand je parle de cadeaux, c'est des cadeaux culturels. Alors, ils vont partir avec un CD d'un artiste ou un jeu de société en français, etc. Puis, il y a un message dirigé aux parents dans le but d'avoir eux aussi des pratiques gagnantes pour la même mission que nous dans les centres de la petite enfance. Bien, merci beaucoup, Geneviève, pour le partage de pratique. Et puis, on va retourner vers Isabelle, donc toujours avec l'angle des institutions de formation. Comment on peut outiller le personnel enseignant des collèges qui forment les éducatrices et les éducateurs pour intégrer aux formations la construction identitaire et la transmission de la culture francophone? Tout à l'heure, tu nous as dit que c'était intégrer tout ce que vous faites. Et concrètement, comment ça se passe? J'espère que je vais bien réussir à répondre à la question. Pour outiller, en fait, le personnel enseignant, en fait, le collège propose diverses façons. Voici ce que on a fait jusqu'à maintenant.
Premièrement, on a encore sélectionné des personnes connaissant la réalité du terrain, tant en Colombie-Britannique qu'au Yukon, pour le développement des cours du programme. Pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir des gens qui connaissent cette réalité-là pour la refléter dans le contenu de notre programme. Deuxièmement, on a offert aussi de la formation, pré-départ ou avant le développement du programme. Le collège a organisé vraiment 2 formations sur la construction identitaire, 3 formations sur la perspective autochtone. C'est vraiment important pour nous de faire de la formation pour s'assurer une uniformité et s'assurer que vraiment les concepts sont compris de la même manière par tout le personnel enseignant. On va aussi mettre des actions en place pour le maintien des acquis une fois que le programme sera lancé. Ici, on va proposer encore et toujours de la formation continue à notre personnel enseignant. On pense vraiment que c'est la clé. On va aussi proposer des occasions d'échanger entre le personnel enseignant. Car nos programmes sont offerts à distance, donc il faut créer des rencontres, des réunions, des groupes de discussion. Il faut vraiment penser à des moyens de communication fréquents et faciles. Et enfin, ce qu'on suggère, c'est qu'on va adapter nos programmes de formation lorsque des nouveaux outils seront créés en lien avec la construction identitaire, la transmission de la langue et la culture francophone et autres concepts de clés. J'aurais tendance à penser que le concept de la construction identitaire est assez bien connu au travers le Canada, mais j'aimerais préciser la réalité dans laquelle les milieux de la petite enfance baignent en Colombie-Britannique. Pour bien la saisir, voici 3 grands constats. Premièrement, la communauté francophone est vraiment éparpillée partout en province. On n'a pas de village identifié, de lieu géographique identifié. Deuxième constat, Vancouver est la 3e ville en importance en lien avec l'accueil des migrants. Et troisième constat, le français est la 7e langue parlée dans la province. Donc vraiment, cette réalité se reflète aussi dans notre clientèle étudiante. La plupart sont des adultes et ne sont même pas originaires de la Colombie-Britannique. Juste pour vous dire, on a réalisé récemment un recensement de la provenance de nos étudiants et on a recensé plus de 50 pays différents. Aussi, une autre petite anecdote, sur plus de 80 employés au collège, on a une seule personne qui est originaire de la Colombie-Britannique. Je pense que ce contexte-là complexifie beaucoup la construction identitaire francophone, car on se retrouve avec des profils très, très variés. Je sais qu'il y a d'autres réalités à travers la province. Tout à l'heure, Maria a parlé aussi que dans les milieux de la petite enfance, il y avait plusieurs petits qui apprenaient le français dans le milieu directement. Mais c'est aussi notre réalité. Donc, on est loin d'une famille exogame avec un conjoint francophone et un conjoint anglophone. Comme Maria le mentionnait, c'est pas rare pour nous aussi que les 2 parents ne parlent ni le français ni l'anglais à la maison. C'est vraiment une réalité qui doit être comprise par le personnel enseignant pour préparer adéquatement les éducateurs et éducatrices à la petite enfance. Je pense que c'est tout un défi pour soutenir la vitalité des communautés francophones. Enfin, je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier que la construction identitaire francophone, ça ne s'arrête pas après les bancs d'école. Tout à l'heure, Geneviève elle a parlé d'un triangle, j'ai bien aimé. Il faut assurer un continuum avec la participation et la collaboration de l'ensemble des acteurs. Par exemple, la Fédération des parents joue un rôle clé auprès des parents et les conseils scolaires francophones jouent un rôle clé dans l'éducation de nos enfants, tant au niveau primaire que secondaire. Bref, c'est une responsabilité partagée. Excellent. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous 3. Puis ça nous amène vers notre dernière question. Et puis, j'appelle au public pour toujours justement identifier leurs questions dans le clavardage pour la dernière partie de cet atelier. Puis, je retournerai vers vous 3 et je vous poserai la question suivante. Comment on peut mieux reconnaître justement l'expertise unique des professionnels de la petite enfance francophone en contexte minoritaire? Puis cette fois-ci, je vais retourner vers Isabelle. Donc, comment on valorise cette expertise unique? OK, merci. Oui, c'est une question difficile à répondre, je trouve. Je pense que la reconnaissance de l'expertise unique pourrait passer par plusieurs biais. Je vais vous en proposer 4 moyens. Premièrement, la reconnaissance du gouvernement provincial.
Au début de ma présentation, je précisais que c'est la responsabilité du collège d'ajouter cette saveur locale, c'est-à-dire de comprendre ce que ça veut dire de travailler en contexte francophone minoritaire en Colombie-Britannique, car la province ne l'inclut pas dans son curriculum. Toutefois, je dois avouer que je constate quand même une volonté provinciale avec des initiatives assez récentes. On a eu une augmentation des salaires, des bourses d'études offertes par la province dans le domaine de la petite enfance. Puis je pense que c'est un phénomène aussi qui est assez pan-canadien. Un deuxième moyen, je pense que la reconnaissance pourrait passer par la formation continue. C'est important d'assurer un continuum, un maintien des compétences acquises. On ne dira pas assez. La formation aussi continue peut également soutenir les immigrants qui obtiennent une reconnaissance partielle ou totale pour travailler dans les milieux de la petite enfance. Je pense qu'on le sait avec la pénurie de main-d'œuvre, plusieurs milieux en petite enfance se tournent vers l'embauche internationale. Ces personnes ont des compétences en petite enfance, mais pas nécessairement la réalité de travailler en contexte minoritaire. Je pense que c'est la responsabilité du collège de trouver des façons d'offrir de la formation continue là, à ces gens-là, idéalement gratuitement ou à peu de frais. Troisième moyen, la reconnaissance pourrait passer également par le respect des compétences acquises dans le domaine. Disons-le, le programme en petite enfance n'est pas un programme facile. Il comprend, je trouve, une variété de notions reliées à la petite enfance, le développement de l'enfant, les stratégies d'intervention, la sécurité, la nutrition, communication avec les parents et j'en passe. Donc, en plus de ces notions-là, il faut que nos programmes de formation doivent tenir compte des contextes francophones minoritaires en intégrant, je le répète, les concepts sur la construction identitaire, la transmission de la culture et de la langue. Donc, il faut, je pense, prendre le temps de le reconnaître et de le souligner. En ce sens, il faut respecter l'opinion de ces professionnels, autant par exemple que celle des enseignants du primaire et du préscolaire, primaire et secondaire. Enfin, la reconnaissance pourrait passer par le personnel enseignant, qui doit aider le futur professionnel de la petite enfance à saisir l'importance de son rôle auprès des tout-petits. L'éducateur, l'éducatrice à la petite enfance doivent devenir eux-mêmes des ambassadeurs de la profession. On le sait et on le dit souvent, tout se passe avant l'âge de 6 ans. Même si on n'est pas des adeptes de Freud, c'est quand même un concept qui, je pense, fait consensus dans la profession. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Maintenant, on va inviter Maria à prendre la parole et justement, c'est des pistes pour reconnaître justement cette expertise unie. Oui, justement, Isabelle, elle a presque tout dit et je suis 100% d'accord, évidemment, avec ses propos. Moi, si j'avais le pouvoir, j'aurais, vous savez, pour qu'on puisse avoir une reconnaissance, il faut que les gens comprennent notre rôle et qu'ils comprennent l'impact qu'on a sur le développement de l'enfant. Un enfant construit son estime de soi, comprend qui il est aux yeux des gens qui l'entourent. Donc, 10h30 par jour, il est entouré par des éducatrices autres que personne que ses parents. Alors, moi, si j'avais le pouvoir, je donnerais un temps d'antenne de 2 minutes, peut-être 2 minutes, 3 minutes chaque soir aux nouvelles et expliquer au grand public qu'est-ce que c'est un enfant. Les gens ne savent pas. Je trouve qu'ils prennent plus de temps à se renseigner sur leurs chiens. La société en général peut-être connaît plus sur les chiens que sur les enfants. Donc, on doit mettre en avant nos qualités. On doit aussi, la société comme telle, doit aussi reconnaître les enfants. Ils doivent oser sourire à un enfant ou adresser la parole à un enfant quand ils sont en société. Pourquoi dans des pays européens où les valeurs familiales sont très fortes, les gens osent approcher un enfant facilement et que ici,
peut-être à Québec, ça se fait, mais en dehors du Québec, ici en Ontario, je le vois très, très peu. Donc, je trouve que le grand public doit reconnaître l'importance des éducatrices pour commencer. Et puis ensuite, les éducatrices elles-mêmes, hein, elles pourraient, maintenant on utilise beaucoup les nouvelles technologies, elles expliquent les apprentissages des enfants. Et il faut que la société arrête de penser que elles font que jouer. Elles font que jouer. Donc, il y a beaucoup derrière le jeu. Tous les apprentissages doivent être expliqués. On doit faire des expériences tout à fait. Les adultes doivent se... Moi, je me souviens, j'étais à l'université pour qu'on nous montre c'est quoi la flexibilité et la dextérité d'un enfant de 18 mois. On mettait des moufles, puis on faisait des activités avec des moufles. Alors, quand on réussissait, c'était le grand succès. Mais on s'est rendu compte comment c'était difficile. Alors, maintenant, les adultes vont dire, bon, c'est pas grave, il fait des petits jeux, il n'a pas appris grand-chose. Au contraire, les apprentissages sont importants, puis c'est petit à petit qu'on devient moins petit. Il y a cette notion que ça prend du temps pour élever un enfant, ça prend de la patience. Donc, je dirais que ça pourrait, il y a des côtés qui pourraient être explorés. Ensuite, pour les éducatrices, moi, je trouve que lorsqu'elles ont un projet qui leur est cher, je leur demande quel est le projet que vous voulez faire et qu'on leur donne les moyens de le réaliser, elles sont très motivées parce que ça part d'elle-même, au lieu que ce soit moi qui va dire, ben, allons faire ça, allons faire ça. Donc, quand c'est un projet auquel elle tient, elle le transmet de meilleure façon, je trouve. Après, on peut faire auprès des parents, encore une fois, on peut faire un vernissage avec les réalisations des enfants. On peut faire, avec les enfants, on peut faire un livre qu'on peut présenter aux parents. Donc, il y a beaucoup à explorer. Mais il faut que le métier soit revalorisé, ça c'est certain. Il faut que les gens arrêtent de croire qu'on fait que jouer avec les enfants, bien qu'on joue beaucoup quand même. Et puis moi je dis souvent, notre métier c'est un jeu d'enfant, mais des fois c'est un vrai casse-tête. Donc c'est pas toujours facile et il faut que les gens réalisent ça aussi. Excellent. Ben, merci beaucoup, Maria. Et j'ai invité Geneviève à nous partager peut-être d'autres pistes de ton côté. Oui, donc il faut absolument que les gens, les parents, que même certains professionnels de la petite enfance réalisent que ce métier, c'est une profession qui est difficile, c'est une profession qui est cruciale, vraiment, pour le développement des enfants, le développement global des enfants. Mais en plus de penser à ce développement émotionnel-là, physique, la sécurité, communication avec les parents, notre rôle en contexte minoritaire, ça ajoute encore plus. Donc, nous avons le double de travail à faire. Puis, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment incroyable ce que les professionnels en petite enfance font en contexte minoritaire. Parce que Maria avait parlé de, oui, certaines personnes pensent que les enfants jouent toute la journée, mais si c'est le cas, les jeux sont planifiés, sont intentionnels. Il y a, tu sais, des résultats d'apprentissage derrière ce jeu-là. Et le public ne réalise pas ça. Donc, un peu vers l'idée de Maria, ça serait super, encore là, je rêve, ben, peut-être que ça va se réaliser un jour, que si on pense à comment la société vit de nos jours, c'est sur les réseaux sociaux beaucoup, la télévision et tout. Donc, avoir une annonce publicitaire canadienne, bilingue, qui explique clairement le rôle, la valorisation que nous avons envers les professionnels de la petite enfance. Et ça dit beaucoup. Une petite annonce de 30 secondes qui passe sur nos réseaux sociaux, qui passe à la télévision, ça peut nous rester dans la tête. Puis le lendemain, lorsqu'on dépose nos enfants au centre de la petite enfance, cette annonce-là nous revient en tête. Puis on peut avoir un regard plus appréciatif envers eux. Donc, c'est ça. Je pense que même ceci, c'est juste une petite idée simple, mais encore là, les idées simples peuvent faire une différence.
avoir un panneau d'adoration, de remerciement envers la contribution des professionnels en petite enfance qui pourrait être mis à l'évidence à l'entrée des CPE. Encore là, c'est un petit visuel rapide, un petit rappel du fait que les personnes qui passent la majorité des heures de la journée avec vos enfants sont des professionnels. Donc, je crois vraiment que c'est ça, il faut continuer la conversation comme vous faites avec ce symposium. Je trouve que ce symposium ici, c'est une très belle façon de valoriser, d'apprécier, de continuer de parler de comment les professionnels de la petite enfance, surtout en contexte francophone minoritaire, font du beau et du dur travail à tous les jours. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de valoriser, c'est important. Donc, c'est ça, pour terminer ce symposium national, c'est super ce que vous faites et bravo. Et bravo à tous les professionnels de la petite enfance qui nous écoutent. Merci beaucoup à vous trois. Ça a été extrêmement riche. Puis, je vois qu'il nous reste quelques minutes. Donc, on a encore 5 minutes à notre disposition. Il n'y a pas nécessairement de questions en tant que telles qu'on a vu émerger dans le clavardage, sauf que beaucoup de commentaires, beaucoup de pistes ou de suivis qui ont été faits à certaines idées que vous avez partagées. Puis, je vous offrirais peut-être comme panéliste, si vous voulez prendre la parole quelques instants. Je sais on a parlé beaucoup de l'importance de l'approche ludique. On a parlé de l'importance de l'intentionnalité dans le jeu. On a parlé également de l'importance du lien avec la communauté. Donc, finalement, je vous offre la possibilité, si vous avez d'autres choses à partager, que vous n'avez pas eu la chance de partager, bien, il nous reste quelques instants pour pouvoir le faire. Donc, je vous invite tout simplement à prendre la parole et à ouvrir votre micro si vous le voulez bien. Peut-être juste un petit commentaire, oui, face à l'intentionnalité, comme tu avais dit. Je pense que ça, c'est vraiment une pratique gagnante dans les centres, lorsque vous avez une intention derrière vos paroles, vos actions. Tout est intentionnel. Et ça peut être très simple face au développement de la langue française. Par exemple, ça peut toujours être parler en phrase complète. Toujours utiliser la répétition de certains mots de vocabulaire dans différents contextes à travers la journée. Donc, c'est ça, être conscient de ce que tu veux enseigner face au français, au vocabulaire, puis le répéter à travers la journée, à travers vos différentes activités. Donc, c'est ça, avoir une intention. Excellent. Maria, et ensuite Isabelle. Oui, non, moi j'aimerais juste rajouter juste une idée en général. Les éducateurs, les éducatrices sont des acteurs importants dans le développement de l'enfant, dans la construction de son identité. Et le resteront gravés dans sa mémoire. L'enfant va se souvenir quand il sera adulte. C'est peut-être l'idée pour les valoriser, organiser comme des témoignages. Les enfants qui vont écrire j'aime mon éducatrice parce que, et chaque enfant rajoute pourquoi. Comme ça, l'enfant rend ce qu'on lui a donné. Donc, lui se voit aux yeux des éducatrices, mais elle, lui aussi, l'éducateur peut aussi se voir aux yeux de l'enfant, comment il est. Parce qu'on se connaît, on continue de se connaître à travers les yeux des autres, même en étant adulte. Et des fois, nous, on a eu des exemples comme ça. Les gens disent « Ah, c'est drôle, je ne me percevais pas comme ça. » Alors, ça donne juste une idée de plus. Excellent. Merci, Maria. Isabelle, 2 minutes à ta disposition. Ah oui, bien sûr, merci. Juste peut-être un mot de la fin. Je trouve ça vraiment remarquable et intéressant de constater que les gens du terrain, parce que Geneviève et Maria, on se connaît pas, on ne s'est même pas échangé nos réponses, puis on est arrivé quand même avec une vision similaire. Puis
Pour moi, c'est important de constater que les gens du terrain peuvent avoir la même vision que moi, j'avais plus la perspective de l'institution du collège aussi au niveau de la formation. Et c'est primordial que ces deux entités-là se parlent. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un consensus là, autour de la question, ta dernière question, Richard. Voilà. Excellent. Ben, j'en profite pour vous remercier comme panéliste pour le généreux partage que vous nous avez fait aujourd'hui. Merci pour le partage de ces expériences, de ce vécu sur le terrain. Puis je vous souhaite finalement les plus beaux succès là, dans ce qui vient pour vous dans l'avenir. Puis j'en profite aussi pour remercier tous les participants. Puis je vous invite à rester connectés après la pause pour le dernier atelier de la journée sur le thème valoriser la profession en améliorant les conditions de travail. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle continuité dans votre symposium et merci pour tout ce que vous faites pour le secteur de la santé francophone. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.